Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo est consacrée au 4e chapitre du cours Éthique, Sciences, Histoire, Société. Dans la première partie de ce 4e chapitre, nous allons aborder la grande question: comment la connaissance est-elle produite? J'avais donc essayé de vous résumer les grandes étapes de l'évolution de la méthodologie scientifique. Donc, le rationalisme pose la raison comme seule source possible de toute connaissance certaine. Cette méthode va dominer l'approche philosophique de l'Antiquité au Moyen-Âge. Donc elle consiste à déterminer que certains effets résultent de certaines causes uniquement à partir de principes logiques et ou mathématiques. Alors l'exemple de référence, c'est la géométrie euclidienne. Donc les éléments, c'est un traité mathématique et géométrique écrit par le mathématicien grec Euclide, qui est considéré comme le père de la géométrie, et c'est le plus ancien exemple connu d'application de ce qu'on appelle la méthode axiomatique. Donc Euclide va essayer d'unifier le savoir géométrique de son temps. Il va introduire 35 définitions, 5 notions communes et 5 axiomes. Donc un axiome, c'est une proposition non démontrée, mais qui est considérée comme vraie car évidente. Et de cela, il va déduire, en utilisant l'approche rationnelle, 470 propositions. Alors, juste pour vous donner une petite idée, des exemples de définition d'Euclide. Par exemple, une ligne est une longueur sans largeur. Une surface est ce qui a longueur et largeur sans hauteur. Et ainsi de suite. Des exemples de notions communes d'Euclide: des choses égales à une même chose sont égales entre elles. Et dans ces 5 axiomes, par exemple, il existe toujours une droite qui passe par 2 points du plan. Donc Euclide part d'une série d'axiomes censés être évidents, irréfutables, et de manière logique, il va construire une série de propositions. Donc cette approche exclut tout recours à l'observation, à l'expérimentation et ainsi de suite pour produire des connaissances. Et juste dans le cas d'Euclide, il n'utilise pas des mathématiques, c'est principalement de la logique. Alors l'approche rationnelle repose notamment sur une série de principes. Je vais juste vous en énoncer un ou deux pour que vous vous rendiez compte de quoi on parle. Donc par exemple, parmi les plus connus, vous avez le principe dit de parcimonie, on l'appelle aussi le rasoir d'Occam, de Guillaume d'Occam. Donc les multiples ne doivent pas être utilisés sans nécessité. Donc ça suppose que les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être examinées en premier. Ça ne signifie évidemment pas que l'hypothèse la plus simple est forcément bonne. D'autres grands principes qui se sont imposés plus tardivement dans l'approche rationnelle, c'est par exemple le principe de causalité linéaire. Ce principe va émerger sous sa forme rigoureuse au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment avec Descartes, qui va écrire dans les Principes de la philosophie: « Il n'y a rien qui arrive dans le monde dont il ne puisse être rendu raison suffisante, pourvu que l'on ait une connaissance suffisante des choses. » Donc, ceci introduit l'idée que chaque effet découle nécessairement d'une cause identifiable et intelligible. Donc, dans ces principes de causalité linéaire, on va retrouver une série de principes relativement simples, qui maintenant sont quasiment passés dans l'usage courant. Donc l'idée, par exemple, que tout effet a une cause, et il n'y a pas d'effet sans cause, que les mêmes causes produisent les mêmes effets, que la cause précède ou accompagne son effet, que la disparition ou la cessation de la cause entraîne la disparition ou la cessation de son effet. Parmi les principaux représentants de cette approche empirique, on va retrouver par exemple Descartes, Spinoza et Leibniz, qui sont considérés comme les plus éminents représentants de ce mouvement.
Alors, à noter, ces représentants vont fortement s'opposer à ce qu'on appelle l'approche empirique. Donc l'empirisme qui fait de l'expérience sensorielle la source de toutes nos connaissances. C'est une approche méthodologique que je vais vous présenter bientôt. Alors les principales critiques du rationalisme, il y a notamment le fait qu'il peut être dogmatique, lorsque la raison est considérée comme source de connaissances certaines. On ne parle plus alors de connaissances réfutables. Il faut également prendre en considération que les critiques du constructivisme vont pleinement s'appliquer au rationalisme. Parce qu'évidemment, à partir du moment où on se base uniquement sur la réflexion, il y a un risque très important de biais idéologiques, de biais socioculturels liés au genre et ainsi de suite. Alors on peut aussi critiquer le fait que le rationalisme va produire principalement ce qu'on appelle des énoncés formels, ou logico-mathématiques, dont la vérité peut être démontrée par la logique, mais qui sont souvent tellement abstraits qu'ils ne vont rien nous dire sur le monde extérieur. Alors passons à présent à l'empirisme, donc la méthode empirique du grec impeira l'expérience. Cette méthode était déjà défendue durant l'Antiquité par Aristote. Elle va surtout se développer et s'imposer à la Renaissance. Et surtout, elle va s'opposer au rationalisme. Donc, l'empirisme, toute connaissance nous vient d'expériences sensorielles. Alors, il ne faut pas confondre avec l'approche expérimentale moderne, qui repose sur des expériences qui généralement utilisent des dispositifs expérimentaux. Ici, pour l'approche empirique, en tout cas des pionniers, on parle d'expériences sensorielles. Donc l'idée, c'est que nos expériences sensorielles sont transformées en idées par un phénomène d'abstraction. Du latin abstractus, isolé, éloigné d'eux. Et donc, dans cette approche, seul ce qui est commun à nos expériences, ce qui se répète régulièrement, va donner naissance à des concepts généralisants. Alors, il y a plusieurs conséquences à cette approche. Il est censé être impossible de connaître ce dont nous n'avons pas fait l'expérience. Donc, pour les empiristes, on ne peut en principe pas connaître le futur. Et donc, il devrait être impossible d'atteindre des vérités ultimes, donc qui seraient valables en tout temps. Donc ça implique que pour le mouvement empiriste, à la différence des rationalistes qui estiment pouvoir produire des vérités absolues, pour les rationalistes, en fait, tout n'est que croyance. C'est un antidogmatisme. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que tout est relatif ou faux pour les empiristes, mais simplement que les croyances scientifiques obtenues par une approche empiriste sont considérées comme simplement plus fiables que les autres, mais ne sont dès le départ pas considérées comme des connaissances absolues. Alors, Roger Bacon est considéré comme l'un des principaux précurseurs de l'empirisme. C'est un frère franciscain, il enseigne les mathématiques, l'astronomie et la philosophie grecque à Paris et à Oxford. Donc il va critiquer l'approche rationnelle traditionnelle et défendre l'expérimentation comme source de connaissance. Toutefois, lui par exemple ne va pas séparer expérience religieuse et scientifique. Donc c'est un précurseur de l'empirisme, mais ça ne représente pas le mouvement empiriste vraiment moderne. Et il sera persécuté par l'Église pour ses positions qui sont déjà en rupture avec celles de l'Église. Alors Francis Bacon, lui, est véritablement considéré comme le père de l'empirisme moderne. Donc dans son Novum Organum, le nouvel outil, publié en 1620, il va décrire une nouvelle méthode scientifique qui allie le raisonnement à l'observation et à l'expérimentation. Donc il faut souligner ici que dans l'approche empirique, on ne va pas jeter à la poubelle le raisonnement, la logique. Au contraire, on va s'appuyer sur le raisonnement, mais on va systématiquement utiliser ce raisonnement pour tirer des généralités, des observations et des expériences. Donc, on part d'observations, d'expériences répétées pour construire des théories. C'est ce qu'on appelle une méthode par induction.
Alors, je cite Bacon. Les empiriques semblables aux fourmis ne savent qu'amasser et user, les rationalistes semblables aux araignées font des toiles qu'ils tirent d'eux-mêmes. Le procédé de l'abeille tient le milieu entre les deux. Elle recueille ses matériaux sur les fleurs des jardins et des champs, mais elle les transforme et les distille par une vertu qui lui est propre. C'est l'image du véritable travail de la philosophie, qui ne se fie pas aux seules forces de l'esprit humain et n'y prend même pas son principal appui. C'est pourquoi il y a tout à espérer d'une alliance intime et sacrée de ces deux facultés, expérimentale et rationnelle, alliance qui ne s'est pas encore rencontrée. Donc, l'empirisme moderne, c'est bien une alliance entre la rationalité et l'empirisme au sens observation, expérimentation. Donc, il s'éloigne du pur empirisme qui ne ferait absolument pas appel à la rationalité et qui serait basé uniquement sur le ressenti des individus. Alors, la méthode de Bacon implique que l'observateur soit capable d'observation parfaite, non biaisée, donc objective. Donc Bacon met en garde contre les biais, les idoles, et notamment le biais de désirabilité. Donc, je le cite, « L'entendement humain n'est pas une lumière froide, il est soumis à l'influence de la volonté et des émotions, ce qui engendre un savoir fantaisiste. L'homme croit de préférence ce qu'il désire être vrai. » Et donc, afin de réduire les risques de biais, l'empirisme fonde la connaissance sur l'accumulation de faits mesurables, dont on peut extraire des lois générales par un raisonnement inductif. Donc un raisonnement inductif, c'est un raisonnement qui part du concret, de cas particuliers observables, et qui va jusqu'à produire des théories, donc abstraites, des théories générales. Donc je vais juste vous présenter brièvement quelques pionniers de cette approche empiriste. Donc Thomas Hobbes, c'est l'un des pionniers de ce qu'on appelle l'empirisme matérialiste. Donc il rejette les idées de Platon, les thèses de Descartes. Et donc Hobbes va exposer dans le Léviathan en 1651 sa théorie de la connaissance. Il considère qu'il n'existe aucune réalité immatérielle. Donc il rejette tout à fait l'idéalisme en philosophie. Et il considère que toute connaissance provient de la sensation. Donc je le cite, au niveau matérialisme, les pensées sont originairement des sensations du corps. Pour l'empirisme, l'esprit humain ne conçoit rien qui n'ait d'abord été en totalité ou en partie engendré par les organes des sens. Donc ça c'est la vision dite matérialiste de Hobbes, qui rattache tout à la matière et aux sensations qu'on en tire. Alors Isaac Newton, lui, je pense que c'est vraiment la référence en termes d'approche empirique pure. Donc dans les principes mathématiques de la philosophie naturelle qu'il publie en 1687, il va appliquer les principes mathématiques à l'étude des phénomènes naturels. Alors il faut souligner que Newton est quand même très différent dans sa méthodologie de ce qu'on peut retrouver dans la science moderne actuelle. Un point très intéressant, c'est que lui, par exemple, n'accepte que les relations mathématiques découvertes par l'observation rigoureuse des phénomènes. Il rejette tout ce qui est hypothèse, qui sont pourtant une caractéristique que nous considérons comme faisant naturellement partie de l'approche scientifique moderne. Donc je cite Newton, « Tout ce qui n'est pas directement déduit des phénomènes, il faut l'appeler hypothèse. Et les hypothèses, qu'elles soient métaphysiques ou physiques, qu'elles concernent les qualités occultes ou qu'elles soient mécaniques, n'ont pas leur place dans la philosophie expérimentale. » Donc c'est une position très radicale, très empirique. On observe, à partir de ces observations, on met en évidence des relations mathématiques. Et on se limite à ça. On ne fait absolument pas de propositions, d'hypothèses, quoi que ce soit, qui ne soit pas basé sur des observations. John Locke, donc pour lui, la connaissance innée n'existe pas. Donc ça, c'est une réfutation du principe de Platon, comme quoi nous naissons avec des connaissances, et que c'est en discutant que nous pouvons éventuellement nous remémorer ces connaissances.
Donc lui défend l'idée que l'esprit humain, au départ, est une tabula rasa, une table rase. Et donc dans son essai sur l'entendement humain, publié en 1690, il affirme que l'expérience, c'est le fondement de toutes nos connaissances. Et donc il s'oppose aussi à Descartes, qui défendait l'idée que le raisonnement permettait de découvrir des vérités sur le monde. Donc je cite ici Locke. Les hommes étendant leurs recherches au-delà de leurs capacités et laissant leurs pensées s'égarer dans ces profondeurs où ils ne peuvent plus trouver aucun point d'appui, il n'est pas étonnant qu'ils posent des questions qui n'aboutissent à aucune solution claire et qui sont seulement propres à les convaincre d'un parfait scepticisme. Donc ça, c'est sa critique de l'approche purement rationnelle, purement philosophique. Enfin, David Hume, donc en 1739, il va publier son traité sur la nature humaine. Donc lui va principalement s'intéresser à la causalité. Donc lui il nie la possibilité d'établir une relation causale par une démonstration rationnelle fondée sur la nature de la cause et de l'effet. Donc c'est une critique du rationalisme tel que je vous l'ai présenté. Et lui va définir la cause comme un objet antérieur et contigu à un autre, et si uni à ce dernier que l'idée de l'un détermine l'esprit à former l'idée de l'autre. Donc ce serait seulement la répétition du lien entre la cause et l'effet, qui est mesurée par l'expérience, qui permet d'établir la relation causale. Donc on parle de problème de l'induction de Hume. C'est important, c'est un concept qui reviendra plusieurs fois dans le cours. Donc Hume considère que l'expérience est la seule source de connaissance. Mais il estime que nous ne pouvons pas atteindre une vérité universelle en généralisant à partir d'observations passées, donc ce qu'on appelle l'induction. Parce que pour lui, il existe toujours une possibilité qu'une observation future contredise nos généralisations passées. Et donc, pour Hume, et ça c'est typique de l'approche des pionniers de l'empirisme, il est impossible de généraliser au-delà de notre expérience. Et donc le futur ne nous est pas connu. Donc ça fait de Hume un représentant de ce qu'on appelle le scepticisme empirique, et ça en fait évidemment un anti-dogmatique. Il ne va jamais considérer qu'une connaissance est certaine. Donc de nouveau, ça c'est en rupture nette par rapport à l'approche rationaliste. Donc, un exemple du problème de l'induction de Hume, plusieurs exemples. Il y a l'exemple évident du soleil qu'on voit se lever tous les matins. On en déduit que le soleil va se lever demain. Donc ça, c'est une induction de type empirique qui n'est pas vérifiable a priori. Alors vous me direz, en général, le soleil se lève tous les matins. Mais un exemple pratique, beaucoup plus simple, du problème de Hume, c'est celui des signes blancs. Donc en Europe, en tout cas à une certaine époque, on ne voyait que des signes blancs. Donc à partir du moment où on ne voyait que des signes blancs, on pouvait en déduire que tous les signes sont blancs. Jusqu'à ce qu'on aille en Australie et qu'on découvre qu'en fait il existe des signes qui sont noirs. Donc l'exemple du signe représente bien le problème de l'induction de Hume. On peut, sur base d'observations faites tous les jours ou en laboratoire, généraliser et produire une affirmation, mais cette généralisation est toujours faillible parce qu'on peut toujours trouver un jour une observation qui peut la contredire. Donc si on compare rationalisme et empirisme, le rationalisme, il va attribuer à la seule raison humaine, donc au raisonnement, la capacité à connaître et à établir la vérité. Les principes logiques sont des idées a priori qui sont utilisées pour produire des lois générales. Pour l'empirisme, la connaissance se fonde sur l'accumulation d'observations et de faits mesurables, d'expériences, dont on peut extraire des lois générales par la logique ou les mathématiques. Donc, rationalisme, on a une méthode déductive qui va du général au particulier, et l'empirisme, on a une méthode inductive allant du particulier au général. Le rationalisme est souvent associé à l'idée qu'on peut produire des connaissances certaines, alors que l'empirisme, lui, va être beaucoup plus antidogmatique,
et sur base du problème de Hume, va généralement considérer que toutes les connaissances sont incertaines. Donc le rationalisme, c'est surtout un mouvement continental, l'Europe, Descartes, Spinoza, Leibniz, alors que l'empirisme, c'est plutôt un mouvement qui est anglo-saxon, Bacon, Hobbes, Newton, Locke, Hume, et ainsi de suite. Alors au cours du XVIIIe siècle, l'empirisme va progressivement l'emporter sur le rationalisme. Parce que les théories scientifiques associées à l'empirisme, notamment celles de Newton, vont progressivement supplanter celles associées au rationalisme, notamment celles de Descartes. Donc, prenons par exemple l'exemple de la physique cartésienne et de la physique newtonienne. Donc, Descartes rejetait tout ce qui était force occulte et donc toute idée d'action à distance. Il considérait également, ça faisait partie des principes qui remontaient entre guillemets loin dans l'histoire des connaissances, il considérait que la nature a horreur du vide. Pour lui, c'est un principe évident. Et donc pour lui, l'espace entre les planètes ne pouvait pas être vide. Il devait être plein de matière. Et c'est cette matière qui devait porter les planètes. Et donc si les planètes bougeaient, c'était suite à l'existence de tourbillons célestes de matière. C'est ce que montre cette gravure ici. À l'opposé, Newton, lui, se base sur l'observation, et la physique newtonienne ne va pas hésiter à postuler l'existence de forces mystérieuses, par exemple celle de l'attraction universelle. Et pour Newton, il va, entre guillemets, partir du principe que l'espace est vide et que la plus grande partie de l'univers est vide. Parce que rien dans ces observations ne suggère autre chose. Donc, là, on a deux approches très différentes. L'une qui part sur des principes, comme par exemple le fait que la nature a horreur du vide. Sur cette base-là, Descartes va créer une représentation, entre guillemets, du monde, du mouvement des planètes, et ainsi de suite. Alors que Newton, en partant sur des observations qu'il va transformer en formules mathématiques, lui, il va arriver à des résultats extrêmement différents. Donc, pendant un certain temps, ces deux physiques vont s'opposer, mais ce qui va permettre de trancher, en fait, ce sont les observations. Et surtout la capacité prédictive de ces théories. Donc en 1705, sur base de la mécanique newtonienne, Edmond Halley, donc c'est un contemporain de Newton et un astronome britannique, va publier un livre avançant que les comètes qui étaient apparues dans le ciel en 1531, en 1607 et en 1682 étaient en fait une seule et même comète. Et donc il va expliquer que la comète voyage sur une orbite elliptique et prend 76 ans pour faire une révolution complète autour du Soleil. Et donc pour réaliser ce calcul, il va se baser sur la mécanique newtonienne. Et surtout, les calculs de Halley prédisent que cette comète va revenir en 1758. Et donc c'est la vérification de cette prévision qui va permettre d'asseoir définitivement la mécanique newtonienne. Et la théorie des tourbillons de Descartes, elle, va tomber dans l'oubli. Donc, progressivement, et je le représente ici juste de manière un peu humoristique, l'approche empiriste de Newton va s'imposer sur l'approche purement rationaliste associée à la philosophie et associée notamment à Descartes. Et si Newton triomphe, je le souligne, c'est vraiment sur base de la capacité prédictive de ces théories et du fait qu'elles vont pouvoir être vérifiées par l'observation. Alors au XIXe siècle, il va y avoir plusieurs tentatives de combiner et de raffiner l'approche rationaliste et l'approche empiriste. Donc par exemple, c'est le cas de la logique inductive de Mill. Donc, John Stuart Mill, c'est un empiriste. Et dans un système de logique, qu'il publie en 1843, il va tenter de formaliser l'approche inductive des empiristes et de la combiner à des principes logiques.
Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser observation et principes logiques pour produire des lois générales. Il va notamment aussi proposer une classification des sciences, qui est assez intéressante, parce qu'il va distinguer entre des sciences déductives, comme les mathématiques, et des sciences inductives, comme la physique et la biologie. Donc ça, c'est déjà assez intéressant, parce que c'est un des premiers auteurs qui, en fait, va souligner le fait que différentes disciplines vont pouvoir utiliser différentes approches scientifiques, différentes approches méthodologiques pour arriver à leur fin. Alors, un simple exemple de principe logique de Mill, juste pour vous donner une idée de quoi il s'agit. Donc, ce qu'on appelle par exemple la méthode directe d'accord, je le cite, si deux ou plusieurs instances du phénomène étudié n'ont qu'une seule circonstance en commun, la circonstance sur laquelle toutes les instances s'accordent est la cause ou l'effet du phénomène donné. Donc en pratique, si A, B, C et D se produisent avec W, X, Y, Z, et que A, E, F, G se produisent avec W, T, U, V, alors A est la cause ou l'effet de W. Ce n'est qu'un petit exemple. Donc cette logique inductive de Mill va avoir beaucoup d'influence sur des chercheurs comme Charles Darwin, pour sa théorie de l'évolution, ou Ernst Mach, physicien autrichien qui est membre du Cercle de Vienne, dont je vous ai déjà parlé, et qui va être un des pionniers de l'empirisme logique, qui reprend plus ou moins les mêmes idées que Mill. Alors la véritable révolution au XIXe siècle, ça va être le développement de ce qu'on appelle la méthode expérimentale. Donc Claude Bernard va présenter la méthode expérimentale, qu'on qualifie de hypothético-déductive, dans son introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Donc ça, c'est une méthode qui va allier l'expérience, l'induction de l'empirisme et la déduction du rationalisme. Et à la grande différence de Newton, Claude Bernard estime que le scientifique doit librement user des hypothèses dans sa démarche. Donc, j'ai essayé ici de décomposer les différentes étapes. La phase d'induction qu'on tire de l'empirisme, c'est que sur base d'observation, on va élaborer des théories. La phase de déduction qu'on tire du rationalisme, c'est que sur base des théories, on va déduire des hypothèses prédictives. Et la phase de test expérimental des hypothèses, qui est assez originale dans l'approche de Claude Bernard, c'est le fait que sur base des hypothèses, on va élaborer des expériences. Et on va générer des observations expérimentales. Et ce sont ces observations expérimentales qui vont valider ou invalider les théories. Donc la méthode hypothético-déductive de Claude Bernard, elle vise à tester la validité des théories scientifiques. Les théories qui ne sont pas soutenues par les résultats des expériences sont rejetées. Et donc ça, c'est un point pivot très très important dans l'évolution de la méthode scientifique. C'est le moment où l'expérimentation devient vraiment l'arbitre dans la sélection des théories scientifiques. Donc je cite Claude Bernard. Si l'on considérait une théorie comme parfaite et si on cessait de la vérifier par l'expérience scientifique, elle deviendrait une doctrine. Donc ça, c'est une critique, entre guillemets, de l'approche rationaliste de la philosophie ou de certains pionniers de la science, comme Descartes, qui privilégiaient la rationalité. Donc un exemple particulièrement frappant de l'importance de l'expérimentation dans l'invalidation ou la validation de théories scientifiques, c'est celle de l'invalidation de la théorie de la génération spontanée, proposée par Aristote, par Louis Pasteur. Donc cette théorie de la génération spontanée, elle suppose l'apparition sans ascendant d'êtres vivants à partir de la matière inanimée. Donc la matière inanimée pourrait donner naissance à quelque chose de vivant. Et donc c'est une théorie qui a été proposée par Aristote, qui a été discutée pendant des milliers d'années. Et en fait, la grande réussite de Pasteur, c'est dans une expérience élégante
d'arriver à invalider complètement cette théorie de la génération spontanée. Donc c'est la fameuse expérience avec des ballons à colle de cygne. Dans un milieu isolé et convenablement stérilisé, il observe que la vie n'apparaît pas spontanément. Donc je vous explique brièvement l'expérience. Pasteur va mettre dans un ballon un milieu nutritif. Il va stériliser ce bouillon nutritif par chauffage et il va conserver ce bouillon nutritif dans deux types de ballons. Un ballon avec un col de cygne qui en fait va empêcher les dépôts dans le milieu nutritif, donc ça évite en fait la contamination du milieu nutritif qui a été stérilisé par l'air, ou Pasteur va briser le col de cygne et conserver le milieu nutritif dans un ballon dont le col de cygne a été brisé et donc qui peut être contaminé par l'air. Et là, il va observer que le ballon va progressivement s'infecter, va être contaminé et que des micro-organismes vont se développer dans le ballon. Et vérification ultime, le milieu non contaminé dans le ballon à col de cygne, s'il brise le col de cygne, après un certain temps, le milieu va également être infecté, être contaminé et voir le développement de micro-organismes. Donc c'est une expérience très simple qui pouvait être faite en public et qui a montré de manière claire que l'apparition spontanée de vie à partir de matière inerte stérilisée n'était pas possible. Et donc ça, c'est une expérience majeure, entre guillemets, qui a marqué les esprits à l'époque et qui a assuré, entre guillemets, la supériorité de l'approche expérimentale sur l'approche purement rationnelle. Donc je cite ici Louis Pasteur, « Jamais la doctrine de la génération spontanée ne se relèvera du coup mortel que cette simple expérience lui porte. » Alors une autre caractéristique assez importante de la méthode de Claude Bernard, c'est la volonté de dépasser le simple établissement d'un lien de cause à effet en science. Ça, c'était souvent l'objectif des empiristes, établir un lien de cause à effet. Ici, Claude Bernard, de nouveau, c'est un moment bascule. Il veut aller beaucoup plus loin que la relation de cause à effet. Il veut obtenir ce qu'on appelle une explication mécanistique. Donc il veut étudier la chaîne causale entre un phénomène et sa cause. Et donc dans ce but-là, il va revaloriser l'usage des hypothèses mécanistiques fondées sur des observations, qui vont servir de guide pour mener des expériences. Et donc là, il est en rupture nette avec Newton, qui refusait de recourir à des hypothèses en recherche. Donc, l'approche expérimentale moderne ne doit vraiment pas être confondue avec l'approche des empiristes. Les empiristes faisaient principalement des observations qui reposaient sur la perception par les sens, et surtout, ils n'utilisaient en général pas d'hypothèses qu'ils testaient. Ils se contentaient d'observer des phénomènes naturels. Donc, je cite ici Claude Bernard, « Lorsqu'un fait semble être bien établi, il est naturel d'en chercher l'explication. Ce besoin de notre esprit qui nous porte d'abord dans le domaine des hypothèses devient toujours profitable à la science, car ce n'est qu'au moyen de nouvelles expériences que nous pouvons apprécier la valeur de nos suppositions, et savoir à laquelle nous devons nous arrêter comme étant la plus probable et la plus vraie. » Alors Claude Bernard n'a pas été le seul à formaliser cette approche-là. Je vais citer ici par exemple Peirce. Donc, lui va développer également une méthode dynamique qui va combiner l'observation, la logique, l'induction et la déduction. Je vous la présente brièvement. Les termes sont un peu différents, mais c'est plus ou moins la même logique, entre guillemets, que celle de l'approche de Claude Bernard. Donc, on parle d'enquête empirique pour Peirce, pour la collecte des informations, donc on réalise un ensemble d'observations. Puis on parle d'abduction pour produire la théorie, donc on va rechercher la théorie la plus simple et la plus probable
permettant d'expliquer un ensemble d'observations. De ça, on a une phase de déduction. À partir de la théorie provisoire, on déduit une série d'implications pratiques testables. Donc, on va appeler les hypothèses. Puis on a le test inductif. Donc, on va évaluer la capacité de la théorie provisoire à prédire des résultats d'expérience. Ça, c'est l'expérimentation pour Claude Bernard. Et donc, ça va permettre de valider ou d'invalider l'hypothèse et donc la théorie qui y est liée. Donc, le vocabulaire ici est un tout petit peu différent, mais vous voyez que c'est le même principe que l'approche de Claude Bernard. Alors, ça me donne ici la possibilité d'introduire la différence entre causalité et corrélation, qui est très très importante. Donc, une corrélation, c'est quand on va corréler deux phénomènes. Par exemple, A et B. Donc, deux phénomènes sont dits corrélés si, lorsque l'on observe leurs variations respectives, ils évoluent dans le même sens, ou dans un sens opposé. Donc, c'est un lien empirique entre deux phénomènes. Il ne faut absolument pas confondre corrélation et causalité. Donc, dans l'évolution de l'approche empirique, même dans l'approche empirique moderne, on a été vers la production d'observations reproductibles. On a également ajouté des analyses statistiques, ce qui permet d'arriver à des corrélations qui sont statistiquement significatives entre deux phénomènes. Mais je veux souligner que là, ça reste toujours très différent d'une causalité. Et on parle de sophisme quand on va conclure sur la causalité seulement après avoir constaté la corrélation. Donc un exemple amusant de différence entre corrélation et causalité. Donc c'est une étude un peu humoristique qui a été publiée dans un grand journal de médecine, le New England Journal of Medicine. Donc l'idée, vous le voyez sur le graphique ici, c'est de comparer le nombre de prix Nobel par pays. Ici vous avez chaque fois le petit drapeau d'un pays, avec la consommation moyenne de chocolat dans chacun de ces pays. Et donc vous voyez ici assez clairement que plus on consomme de chocolat dans un pays, plus le nombre de prix Nobel augmente. Donc ça, c'est une corrélation. L'erreur, ce serait de déduire qu'il y a un lien de causalité, et donc que plus on consomme de chocolat, plus on a de chances d'obtenir un prix Nobel. Donc en fait, la richesse d'un pays va augmenter la capacité des habitants à consommer du chocolat, et cette richesse va aussi, souvent en grande partie, être utilisée pour réaliser des recherches scientifiques, ce qui va augmenter proportionnellement la fréquence de prix Nobel. Donc on peut dire que la corrélation entre A et B, le chocolat et le Nobel, provient d'une cause commune C. Donc c'est un exemple qui souligne bien l'importance de ne pas confondre corrélation et causalité. Donc ce que l'expérimentation va permettre d'apporter, c'est d'identifier la chaîne causale, la mécanique d'un phénomène. Et donc c'est l'expérimentation qui va véritablement permettre d'établir un lien de cause à effet, et surtout d'établir la mécanique de cet effet. Donc on dit que la causalité, grâce à l'expérimentation, est explicative. Donc l'identification des chaînes causales d'un phénomène, ça va permettre de déduire des théories, ou des lois, des principes, permettant, à partir d'une connaissance des conditions initiales d'un système, de prédire son évolution. Et ça, évidemment, c'est très 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 intéressant parce que ces prédictions peuvent être testées par l'expérimentation ou par l'observation en nature. Donc, ça donne une possibilité de vérifier, entre guillemets, la validité de la théorie, ou de l'invalider. Donc il faut souligner que la majorité des découvertes scientifiques proviennent de l'expérimentation.
J'ai souligné ici en jaune toutes les principales grandes découvertes provenant de l'expérimentation. Il y a quelques-unes qui ne proviennent pas de l'expérimentation. Par exemple, la théorie héliocentrique est principalement le produit d'une réflexion, tout comme la sélection naturelle, mais elle s'appuyait quand même sur un grand nombre d'observations. La théorie de la relativité, on en a déjà parlé, ce sont des expériences de pensée qui ont permis de la produire. Le mouvement des plaques tectoniques, c'est également une théorie qui est conceptuelle. Mais la très grande majorité des autres théories ont un socle expérimental. Par exemple, la théorie microbienne de Pasteur et de Koch, ou la théorie de l'héritabilité des caractères génétiques de Mendel. Alors, on va également profiter du fait qu'on parle de l'approche expérimentale pour expliciter ce que c'est réellement un modèle expérimental. Donc, le modèle expérimental, je rappelle où il se place, donc on part d'un phénomène naturel sur lequel on réalise des observations. De ces observations, on va induire une théorie. À partir de cette théorie, on va déduire une série d'hypothèses mécanistiques qui sont en compétition. Et le modèle expérimental va principalement servir à trier ces différentes hypothèses. On va en sélectionner une sur base des résultats, qui va en principe représenter la chaîne causale liant le phénomène qu'on a observé. Et cette chaîne causale hypothétique, on va la revalider évidemment par prédiction sur le réel. Mais ce fameux modèle expérimental, je veux souligner ici que c'est bien une représentation simplifiée et contrôlée de la réalité. Il ne prend en compte donc qu'une partie de la réalité. Et sa simplification, elle est indispensable pour identifier la chaîne de causalité. Donc un modèle expérimental, son principal but, ça n'est absolument pas de reproduire la réalité dans un laboratoire, c'est de pouvoir tester et d'exclure des hypothèses mécanistiques. Et pour ce faire, le modèle expérimental doit forcément être une représentation simplifiée et contrôlée de la réalité. Alors évidemment, comme un modèle expérimental est construit par celui qui réalise les expériences, il peut évidemment intégrer les biais du chercheur. Et donc, à ce niveau-là, les critiques du constructivisme s'appliquent évidemment. Alors, quels sont les critères déterminant l'intérêt pratique d'un modèle expérimental ? Il y en a certains qui sont intuitifs, mais pas tous. Donc, la capacité à manipuler le système, elle est évidemment importante. Le modèle doit être contrôlé, donc on doit pouvoir manipuler les différents paramètres du système, mais on doit également pouvoir reproduire les expériences. Et donc la reproductibilité d'une expérience implique qu'il y ait une certaine standardisation du modèle expérimental. On ne doit pas, entre guillemets, pouvoir réaliser une seule expérience. On doit pouvoir en réaliser plusieurs et vérifier qu'on observe toujours le même résultat. On doit pouvoir également permettre à d'autres expérimentateurs de réaliser l'expérience. Donc ça entraîne des conséquences pratiques sur le modèle expérimental en tant que tel. Il doit utiliser des matériaux qui sont facilement accessibles et qui sont partageables. Alors souvent, un modèle devient très intéressant quand il est comparable à d'autres modèles expérimentaux. Si un modèle s'éloigne trop des autres modèles expérimentaux, s'il donne un résultat différent des autres modèles, on va avoir du mal à l'expliquer. Donc, souvent, on va utiliser différents modèles expérimentaux, mais qui ne sont quand même pas trop éloignés les uns des autres. Alors, il y a le problème du coût également. Donc le coût, il va être associé à la possibilité de reproduire et de standardiser un modèle. En général, un bon modèle expérimental, c'est un modèle qui n'est pas trop coûteux. Parce que s'il est excessivement coûteux, évidemment, on va
pouvoir reproduire peu de fois l'expérience, et peut-être que d'autres ne pourront pas la reproduire en raison de son coût. Donc ça, c'est une contrainte aussi importante. Les scientifiques vont essayer d'utiliser des modèles expérimentaux qui ne sont pas trop coûteux pour ces raisons de reproductibilité et de standardisation. Et enfin, il y a vraiment un critère de simplification du système qui est important. Plus un système est simple, plus on va avoir facile à interpréter les résultats d'une expérience. Si le système est complexe, qu'il y a de multiples paramètres qui entrent en jeu, en général, il va être très difficile d'interpréter les résultats de l'expérience. On pourra imaginer que ça provient de toute une série de paramètres. Or, ce qu'on veut avec un modèle expérimental, c'est vraiment identifier la chaîne causale. Donc on doit pouvoir interpréter facilement les résultats de l'expérience. Donc ça implique un modèle relativement simple. Donc cette approche expérimentale qui se développe au 19e, elle va mener à ce qu'on appelle le développement de dispositifs expérimentaux, c'est-à-dire des outils conceptuels et techniques qui vont servir à la réalisation des expériences. Et donc ces outils-là vont s'ajouter aux dispositifs d'observation qui avaient déjà été produits par l'approche empiriste classique. Donc les dispositifs d'observation qui étaient déjà présents au XVIIe, XVIIIe, c'était par exemple thermomètre, balance, lunettes astronomiques et ainsi de suite. Et donc avec l'approche expérimentale, la science va devenir de plus en plus dépendante des dispositifs pour produire des connaissances. Alors une autre étape très importante à souligner, c'est l'importance de l'analyse statistique qui va progressivement s'associer à l'expérimentation. Donc la théorie des probabilités, elle émerge vers le XVIIe siècle, mais à l'époque, son champ d'application reste assez restreint. C'est la théorie des jeux et quelques applications simples. Au XVIIIe, par contre, on va commencer à s'intéresser aux erreurs de mesure. Et au XIXe siècle, des scientifiques comme Francis Galton vont développer des disciplines comme la génétique des populations qui nécessitent une analyse statistique complexe. Et donc Galton, mais également Ronald Fisher ou Karl Pearson, vont inventer un grand nombre d'outils statistiques qui sont toujours utilisés de nos jours. Des outils par exemple comme la corrélation, l'analyse de la variance, ainsi de suite, qui vont progressivement s'intégrer à l'approche observationnelle et expérimentale en sciences. Et aujourd'hui, ils en sont tout à fait indissociables. Et donc, cette approche statistique va introduire l'idée que même un travail scientifique rigoureux ne peut pas mener à des certitudes au niveau observationnel. Les résultats sont toujours entachés d'une certaine incertitude. Alors, il faut remarquer que l'expérimentation, par contre, elle est très peu présente, par exemple, dans les sciences humaines. Et donc, comme l'expérience sert justement à trier les hypothèses, à valider ou à invalider les théories, ça va expliquer la coexistence de multiples théories en sciences humaines sans possibilité réelle de les départager. Et donc ça va aussi impliquer la persistance de pseudosciences en sciences humaines, comme par exemple la psychanalyse, qui était considérée par Karl Popper comme une pseudoscience. Et donc ça explique aussi en partie la persistance d'une vision un peu relativiste de la connaissance en sciences humaines, parce qu'à partir du moment où on ne peut pas départager des théories, on est forcé de voir coexister des théories qui sont parfois antagonistes. Alors pour clôturer cette approche, cette évolution de la méthodologie scientifique, je vais passer à la problématique du vivant, qui est aussi celle de la complexité. Donc ici, je vais introduire plus en détail le problème de l'approche scientifique concernant le vivant. Donc le constat est assez simple et évident de nos jours, les organismes vivants sont très complexes. Donc un système est dit complexe lorsqu'il est composé de nombreux éléments ou agents différents qui interagissent entre eux de manière dite non linéaire. Donc si vous prenez un corps humain, je vais dire standard, un individu de 70 kg,
Il est composé d'à peu près 10 000 milliards de cellules. Chaque cellule a une différenciation cellulaire qui lui est propre. Il y a des petites variations, il y a des grands groupes de différenciation, évidemment, mais on a mis en évidence une importante variabilité entre chaque cellule. Dans chacune de ces cellules, on a un grand nombre de gènes exprimés, on en a à peu près 20 000, et c'est la différence d'expression de ces gènes, plus toute une série d'autres facteurs qui vont expliquer cette diversité des cellules. Et en plus de ces cellules qui nous forment, nous coexistons avec une très importante flore dite commensale. Donc nous avons par exemple à peu près 10 000 milliards de bactéries dans le corps. Nous avons autant de bactéries que de cellules dites eucaryotes qui nous constituent. Et donc ces 10 000 milliards de bactéries, il y a également une énorme diversité. On estime qu'il y a au moins 1 millier d'espèces de bactéries différentes. Donc, un organisme vivant, un humain, répond parfaitement à la définition d'un système hyper complexe. Il est composé de énormément d'agents différents, et ces agents interagissent entre eux de manière très complexe, de manière non linéaire. Donc les fameux 10 000 milliards de cellules, elles interagissent entre elles. Les bactéries de la flore commensale interagissent entre elles également, mais les cellules qui nous constituent et la flore commensale interagissent également. Elles s'influencent toutes l'une l'autre. Donc on est face à un système qui est hyper complexe, qui n'a absolument rien à voir en termes de complexité avec, par exemple, une étoile. Une étoile est beaucoup plus simple, entre guillemets, au niveau de ses composants qu'un organisme vivant. Donc face à cette complexité, la biologie a réagi, entre guillemets, de différentes manières au cours du temps. Donc, un des mouvements pour appréhender cette complexité, ça a été le vitalisme, au XVIIIe siècle, qui a considéré que les composés organiques n'obéissaient pas aux mêmes lois que les composés inorganiques. Donc les vitalistes considéraient que dans chaque être vivant, il existait ce qu'ils appelaient un principe vital qui était distinct des propriétés physico-chimiques du corps. Et donc, ça, cette approche vitaliste, ça a mené à un cul-de-sac. En fait, c'était une tentative assez légitime d'essayer de démontrer que les êtres vivants étaient différents des êtres non vivants, et donc nécessitaient une approche méthodologique différente, par exemple de la physique. Mais le fait de considérer qu'il existait un principe vital distinct des propriétés physico-chimiques du corps, ça mettait également la biologie dans une sphère tout à fait non scientifique. Et donc, cette approche vitaliste a été un cul-de-sac total. Alors l'approche qui, par contre, a été tout à fait féconde en biologie, c'est l'approche dite du réductionnisme méthodologique. Ça, c'est une approche qu'on doit à René Descartes. Donc je tiens ici à souligner que les rationalistes, ça n'a pas été du tout un cul-de-sac méthodologique. Beaucoup d'idées du rationalisme ont été utilisées par les empiristes et ensuite par les scientifiques utilisant l'approche expérimentale. Simplement, ils ont mixé ces idées avec de l'observation et de l'expérimentation. Donc, cette approche de Descartes a progressivement supplanté le vitalisme en science au XXe siècle. Donc elle postule que la nature complexe des choses peut être réduite à une somme de principes fondamentaux. Donc je cite ici Descartes. « Construire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu, comme par degrés, jusqu'à la connaissance des plus composés. » Donc, l'idée, c'est que l'analyse des éléments d'un système permettrait de déduire les principes qui régissent l'ensemble du système. Et donc on parle de réductionnisme physicaliste, ça c'est la version extrême du réductionnisme, qui considère par exemple que tous les niveaux de la réalité sont réductibles, en dernière instance, au niveau le plus fondamental de la matière, qui est celui de la physique, et donc des particules élémentaires.
Donc dans cette approche de réductionnisme physicaliste, on part du principe que, par exemple, même les groupes sociaux, les organismes vivants, les cellules, pourraient s'exprimer, pourraient s'expliquer sur base des interactions entre leurs atomes. Et donc l'étude des atomes pourrait permettre de déduire comment fonctionnent les organismes vivants et les groupes sociaux. Donc c'est une approche très radicale. Alors, en pratique, pour vous donner un exemple, imaginons un organe qui est composé de cellules. Ici, j'ai schématisé l'organe avec, disons, 4 types cellulaires qui interagissent ensemble. Un organisme, il va évidemment être composé de différents organes, chaque organe composé de cellules différentes, interagissant de manière un peu différente. Ces organes, évidemment, interagissent entre eux, et cet organisme, il est stimulé par son environnement. Donc, l'approche réductionniste, on va réduire le nombre d'éléments du système et on va réduire les paramètres affectant le système. Donc, par exemple, on ne va garder qu'une seule interaction dans tout le système. Donc, ça, c'est typique de, par exemple, l'approche de la biologie cellulaire. On va, par exemple, étudier les cellules d'un organisme, une à une, dans un milieu très simple, là où la cellule n'est plus soumise qu'à un nombre très limité d'interactions qu'on peut contrôler. Donc l'approche réductionniste en biologie ne se limite évidemment pas à l'étude des cellules in vitro. On peut également utiliser cette approche pour l'étude des animaux. Donc, par exemple, l'expérimentation animale, c'est une approche qui est réductrice. Au sens où, en nature, par exemple, on a un environnement qui est complexe et dynamique pour un animal, on a des populations qui sont génétiquement hétérogènes, on a un système immunitaire qui est expérimenté, parce que par exemple les animaux font face à des agents pathogènes. Les animaux sont d'ailleurs généralement toujours infectés, alors que dans un modèle expérimental, on va avoir un environnement qui est très simple, standardisé, tous les animaux ont la même nourriture, ont accès à la même eau. On a une population qui est généralement génétiquement homogène d'animaux. On a ce qu'on appelle des souris syngéniques, leur génome est quasiment similaire. Ces animaux sont gardés dans des conditions sans agents pathogènes, donc leur système immunitaire est en général naïf. Il n'y a pas d'agent infectieux qui peut les infecter de manière chronique. Donc, l'approche réductionniste pour l'étude des animaux lors d'expériences répond tout à fait aux mêmes normes que l'approche, par exemple, de la biologie cellulaire qui va isoler une cellule du contexte de l'organe et de l'organisme dans lequel cette cellule existe. Ici, dans l'approche pour l'étude des animaux en expérimentation, on va mettre des animaux dans des conditions beaucoup plus simples pour avoir plus de chances d'identifier les facteurs les plus pertinents quand on observe un phénomène. Alors cette approche réductionniste, elle a des limites théoriques relativement évidentes. Donc dans l'approche réductionniste, si on ne trouve pas un enchaînement causal, on arrive souvent à la conclusion qu'on n'a pas réduit suffisamment le système. Et donc plus on réduit le système, plus on le simplifie, en fait plus on détruit l'objet d'étude. Et donc au niveau ontologique, on en arrive à une position assez dogmatique, où on en arrive à considérer que ce qui existe dans le monde est déterminé par les propriétés physiques fondamentales, et par rien d'autre. Et on en arrive aussi à conclure que le monde doit être composé d'éléments simples, ce qui amène à considérer la complexité comme une sorte d'illusion. Et il y a également des limites pratiques qui sont assez évidentes, et je dirais que ça c'est le point le plus critique entre guillemets pour l'approche réductionniste. Donc je vais prendre ici un exemple, je crois assez simple et parlant. Donc, du fait de l'usage immodéré des antibiotiques depuis les années 80, on a vu apparaître progressivement une résistance aux antibiotiques chez les bactéries.
Donc il y a un grand intérêt en biologie à identifier les mécanismes de résistance des bactéries aux antibiotiques. Et donc une approche très réductionniste et assez simple pour essayer d'identifier ces résistances aux antibiotiques, c'est de mettre in vitro, donc dans des récipients en plastique et dans un milieu de culture très simple, des bactéries, et de soumettre ces bactéries à l'antibiotique. Donc ce que vous voyez ici, ce sont des boîtes de pétri avec un milieu de culture, un nutriment pour la croissance des bactéries. On a ensemencé ces boîtes de pétri, on a vu la formation d'un tapis bactérien, mais aux endroits où on a mis des antibiotiques, les bactéries n'ont pas été capables de pousser. Et donc on peut chercher dans ces plages où les antibiotiques ont tué les bactéries, on peut essayer de trouver des bactéries qui ont résisté à l'antibiotique. Et en comparant le génome de ces bactéries à des bactéries non résistantes, on va pouvoir mettre en évidence des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc c'est une approche qui marche bien. Mais si on la compare avec une autre approche, moins réductionniste, qui consisterait par exemple à administrer des antibiotiques à des animaux infectés par des bactéries, on observe en fait des résultats très différents. Donc on va, chez l'animal, réussir à identifier des bactéries résistantes aux antibiotiques. On va aussi, en analysant ces bactéries, identifier des gènes de résistance. Mais le résultat assez logique, c'est qu'en fait une partie des gènes de résistance identifiés chez l'animal ne vont pas être les mêmes que les gènes de résistance identifiés in vitro. Je dis que c'est logique parce qu'en fait, le contexte est très différent. Une bactérie in vitro, elle n'a entre guillemets qu'à se multiplier, elle a accès à des nutriments en abondance. Quand elle est in vivo chez l'animal, elle a accès à des nutriments, mais elle est aussi confrontée au système immunitaire de l'animal. Et donc elle subit plusieurs pressions de sélection en plus de l'antibiotique. Et donc les gènes de résistance qui vont être sélectionnés seront des gènes de résistance qui dépendront du contexte. Dans un contexte, celui in vitro, on observera la sélection de certains gènes de résistance. Dans un contexte in vivo, on observera la sélection d'autres gènes de résistance. Et évidemment, pour la résistance aux antibiotiques, on est beaucoup plus intéressé par les gènes de résistance qui apparaissent chez un animal vivant. Donc, ces différences entre différents niveaux de réduction d'un modèle biologique démontrent que l'approche réductionniste n'est pas sans effet. Elle induit un biais qui est très important. Et donc ça a amené progressivement au cours des années 80, 90, 2000, toute une série d'expérimentateurs dans le domaine de la biologie à souligner les problèmes de l'approche réductionniste et donc à rappeler des évidences comme le fait que, par exemple, les souris ne sont pas, entre guillemets, on ne peut pas les réduire à un simple composant in vitro. Donc, ça a amené beaucoup de scientifiques travaillant dans le domaine de la biologie à se rendre compte que le contexte est primordial pour déterminer la fonction d'un objet. Et donc ça a mené au développement et surtout à un grand intérêt pour ce qu'on appelle les approches systémiques. Donc l'approche systémique, elle a notamment été formalisée par Ludwig von Bartholin-Fly en 1968, et elle est basée sur ce qu'on appelle une théorie générale des systèmes. Donc c'est une approche mathématique. Donc cette approche postule que l'approche réductionniste, pour étudier un système, n'est valable que si deux conditions sont réunies. Il faut que les relations entre les éléments du système soient inexistantes ou suffisamment faibles pour être négligées. Et il faut que les relations entre les éléments soient, si elles existent, linéaires. Et c'est dans ce cas seulement que le système pourra être considéré comme la somme de ses parties. Alors évidemment, ces conditions très restrictives, elles ne sont évidemment jamais réalisées dans le vivant.
Un organisme vivant est composé d'une multitude d'éléments qui interagissent entre eux de manière complexe, je l'ai déjà dit. Donc, ça mène des gens comme von Bartholin-Fly à conclure que l'approche réductionniste mène toujours à des pertes de complexité et donc à fausser en grande partie les résultats des observations et des expériences. Et donc, von Bartholin-Fly et d'autres s'opposent à l'approche analytique ou réductionniste et proposent à l'inverse une approche dite systémique. On parle aussi d'approche holistique ou intégrative, où on va essayer d'étudier le système dans sa globalité. Donc ça implique aussi d'avoir une approche dynamique, c'est-à-dire de considérer les interactions qui s'effectuent dans le temps. Et donc dans l'approche systémique, les relations entre les éléments sont considérées comme critiques pour déterminer le comportement général du système. Et donc ça va changer un peu la manière de voir des expérimentateurs qui vont se focaliser sur le contexte relationnel dynamique. Donc ce qui résume bien ce principe, c'est l'idée que le tout fait plus que la somme des parties. En tout cas dans un système complexe avec des interactions complexes. Et donc cette approche, elle permet notamment d'expliquer ce qu'on appelle les phénomènes dits d'émergence. Donc les phénomènes d'émergence, c'est l'apparition de nouvelles caractéristiques ou propriétés dans un modèle à partir d'un certain degré de complexité. Et donc ça implique aussi que quand on diminue la complexité d'un système en le réduisant, on perd certains types de phénomènes, les phénomènes dits d'émergence. Alors, je voudrais essayer ici de vous donner encore un exemple peut-être un peu plus parlant de ce que sont ces approches globales, ces approches qui visent à prendre en considération le contexte. Donc je vais prendre ici un exemple qui, en principe simple, qui n'a rien à voir avec la biologie. Donc, imaginons cet artefact. Bon, nous savons tous qu'il s'agit d'une montre. Et imaginons qu'on se pose la question de quelle est la fonction de cet artefact. Donc si on utilise l'approche réductionniste, l'approche analytique, qu'on décompose cette montre en ses éléments, et qu'on imagine qu'il s'agit d'une montre purement mécanique, donc on va isoler les différents rouages, et on va pouvoir conclure que ce système permet de mesurer l'écoulement du temps. Donc, l'approche réductionniste est tout à fait pertinente, performante, ça permet d'obtenir des informations intéressantes. On sait que cet objet permet de mesurer l'écoulement du temps. Mais on peut poser la question, est-ce que c'est sa seule fonction ? Et donc si on prend par contre l'approche systémique, on va considérer le contexte de cet objet. Donc cet objet, cette montre en particulier, on ne la trouve pas dans n'importe quel milieu. On va la trouver principalement dans des villes, et principalement dans des villes où les gens ont beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, c'est une montre très chère. Et donc on ne la trouvera au poignet que de certaines personnes qui ont des gros moyens financiers. Et pourquoi cette montre-là serait-elle achetée plutôt qu'une autre montre chère ? Parce que, par exemple, cette montre, un acteur très connu en a fait la publicité. Et donc, ce qui est intéressant dans l'approche systémique ici pour cette montre, c'est qu'en fait, on peut en arriver à la conclusion que cette montre joue un rôle également social, en plus de mesurer l'écoulement du temps. Elle joue un rôle social en donnant une information sur l'individu qui la porte. C'est un marqueur social. Ça permet de montrer qu'on dispose de beaucoup d'argent et que, par exemple, on a envie de s'identifier à un acteur connu. Donc, l'approche systémique, souvent, va permettre de mettre en évidence des fonctions associées à un système qui ne sont pas forcément identifiables au niveau les plus réduits d'analyse. Alors le problème, c'est que cette approche systémique, elle est très difficile à mettre en œuvre.
Parce que plus il y a d'éléments et d'interactions, et plus l'interprétation des résultats va être difficile. Donc, je vous avais expliqué, je vous rappelle qu'un bon modèle expérimental, on considère que souvent c'est un modèle le plus simple possible, parce que ça permet plus facilement d'identifier quelle est la bonne hypothèse expliquant le résultat. Plus le modèle est complexe, plus on peut avoir différentes hypothèses qui expliquent le résultat. Et évidemment, plus le modèle est complexe, plus on a de données à mesurer. Alors, au cours du temps, depuis les années 2000-2010, on a solutionné une partie de ces problèmes. Donc, concernant le nombre de données à mesurer, dans le domaine de la biologie, on a vu l'émergence d'outils très intéressants, ce qu'on appelle les outils de séquençage de masse. Donc on dispose actuellement d'outils qui permettent le séquençage, par exemple, du génome entier, d'outils permettant de mesurer la distribution des ARN messagers dans une cellule, de quantifier ces différents ARN, de le faire même au niveau cellulaire dans des grandes populations de cellules. On peut également mesurer de la même manière la distribution des protéines au sein d'une seule cellule. Ce sont les approches protéomiques. Donc on dispose actuellement de toute une série d'outils de collecte de données de masse qui se sont progressivement démocratisés au niveau du prix. Donc l'aspect collecte de données a été beaucoup simplifié ces dernières décennies et ça permet justement maintenant d'analyser des systèmes complexes. Par contre, au niveau de l'interprétation des résultats, là on cale beaucoup. Donc quand on a énormément de données disponibles, bien souvent, actuellement, c'est l'analyse qui est le plus problématique. Par exemple, si vous prenez les ARN présents dans une cellule, vous allez mesurer la quantité d'approximativement 60 000 transcrits d'ARN dans une seule cellule. Donc imaginez, vous avez 60 000 noms d'ARN avec une quantité d'ARN mesurée dans chacune des cellules. Donc ça fait un ensemble de données qui n'est pas du tout lisible par un individu, encore moins analysable. Donc pour analyser ces données, on a besoin de l'intelligence artificielle, qui actuellement, heureusement, est en plein boom. Donc on peut espérer, dans les années à venir, dans les décennies à venir, voir des gros progrès dans l'analyse des données disponibles, dans l'analyse des données qu'on est déjà capable d'acquérir aujourd'hui. Ce qui rendrait l'approche systémique beaucoup plus envisageable pour toute une série de modèles. Donc en biologie, on estime actuellement qu'une complémentarité doit être trouvée entre l'approche réductionniste et l'approche systémique. Donc on parle d'épistémologie mixte et d'ontologie pluraliste. Donc je parle d'ontologie pluraliste parce qu'en fait, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, l'approche réductionniste est liée à une certaine vision. La vision qu'on peut réduire à un système à ses composés les plus simples pour comprendre le fonctionnement du système. Alors que l'approche systémique, elle, considère qu'on ne peut pas le faire. Donc c'est deux ontologies qui sont en fait opposées. Mais en biologie, en pratique, aujourd'hui, on pratique les deux. Et donc, on en est arrivé en fait à appliquer d'une certaine manière le principe du tout est bon de Paul Feyerabend. C'est-à-dire qu'on utilise différentes méthodes scientifiques pour produire des théories scientifiques en biologie. Alors les limites du tout est bon, c'est qu'évidemment Feyerabend considérait qu'absolument toutes les approches méthodologiques étaient bonnes. En biologie, certains types d'approches se sont imposés, l'approche réductionniste, l'approche systémique, mais évidemment toute une série d'approches, je dirais folkloriques et magiques, ont été exclues de l'approche scientifique. Donc, conclusion générale à la grande question, comment produit-on des connaissances ? En fait, on ne peut pas dire qu'il y a une seule méthode scientifique, il en existe plusieurs, et quand on voit l'évolution des différentes méthodes scientifiques, le rationalisme avec l'approche déductive émerge en premier, l'empirisme qui mêle
rationalisme, observation et induction va s'imposer, puis la méthode expérimentale qui, elle, mêle observation, induction, déduction, expérimentation. Donc, non seulement on a différentes approches, mais surtout différentes approches qui, avec le temps, vont se combiner. On a également une diversité de méthodes et d'approches dans chaque discipline. Donc, comme je l'ai déjà souligné, on a des sciences qui sont plus déductives, comme les mathématiques, la physique et la chimie théorique, et des sciences qui vont être plus inductives, comme la physique expérimentale ou la biologie. Et en biologie, on va avoir des coexistences entre des approches dites réductionnistes et systémiques. Donc, retenez bien le principe, il n'y a pas une méthode scientifique, il existe de multiples méthodes, et souvent ces méthodes se combinent de manière tout à fait profitable.